Bienvenue sur Histoire d'un crime, la chaîne où nous plongeons au cœur des mystères obscurs et des intrigues troublantes. Préparez-vous à découvrir des récits fascinants et des enquêtes palpitantes. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Notre récit débute en Virginie, un État emblématique des États-Unis, marqué par son rôle crucial dans l'histoire américaine. Berceau de la nation, la Virginie est célèbre pour être le lieu de naissance de 8 présidents américains et pour ses batailles historiques durant la guerre civile. C'est dans ce contexte riche et varié que nous découvrons Melissa Brannen. Née le 12 avril 1984 au Texas, Melissa vit ses parents, Michael et Tammy Brannen, divorcés peu de temps après sa naissance. Suite à cette séparation, Tammy choisit de s'installer à Lorton, une petite ville tranquille de Virginie, idéale pour les familles avec enfants. Elle trouve un emploi de comptable dans une entreprise locale et loue un appartement au sein du complexe résidentiel Woodside, réputé pour ses nombreux événements et activités communautaires. Ces événements, organisés chaque vendredi et lors des jours fériés, permettaient aux résidents de se rencontrer et de tisser des liens solides. Lorsque Melissa, alors âgée de 5 ans, a emménagé à Woodside avec sa mère, elle est rapidement tombée amoureuse du lieu. La petite fille adorait jouer dehors avec les autres enfants et ne manquait jamais une occasion de participer aux activités festives remplies de nourriture et de friandises. Le 3 décembre 1989, à l'occasion d'un événement de Noël organisé dans un bâtiment annexe comprenant plusieurs salles, environ 200 résidents étaient présents. Ils profitaient d'un dîner en petits groupes pendant que leurs enfants s'amusaient. Vers 22h, Tammy a décidé qu'il était temps de rentrer et a demandé à Melissa de prendre leur veste pendant qu'elle disait au revoir à quelques amis. Melissa a également demandé à emporter des chips à la maison, ce que sa mère a accepté. Quelques minutes plus tard, Tammy, ayant terminé ses adieux, s'aperçoit que Melissa n'est toujours pas revenue. Inquiète, elle commence à inspecter chaque couloir et jette même un coup d'œil dehors, mais sans succès. En interrogeant les autres invités, Tammy découvre avec angoisse que personne n'a vu sa fille depuis un moment. La nouvelle de la disparition de Melissa se répandit rapidement parmi les voisins, et bientôt, de nombreuses personnes se joignirent à Tammy pour la chercher. Ils parcoururent le bâtiment et vérifièrent à l'extérieur, mais Melissa restait introuvable. Finalement, Tammy appela la police. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivèrent au complexe et se joignirent immédiatement aux recherches, explorant toute la zone. À ce moment-là, encore plus de voisins avaient entendu parler de la disparition de Melissa et plus de 300 bénévoles participaient à la recherche. La police pensa d'abord que Melissa s'était peut-être promenée dehors et s'était perdue, mais cette théorie perdit de sa crédibilité au fur et à mesure des recherches. Il faisait froid et sombre dehors, rendant improbable qu'une jeune fille ait pu aller loin. De plus, Melissa connaissait bien le complexe, même à son jeune âge, donc il était peu probable qu'elle se soit éloignée de manière inattendue. Ce qui compliquait encore plus la situation, c'était la grande forêt située juste derrière le complexe. Melissa aurait pu s'y perdre. La perquisition du bâtiment où se déroulait la fête ne donna pas beaucoup de résultats. La veste de Melissa manquait, mais il n'y avait aucun autre indice de sa disparition, à part une fenêtre ouverte dans la chaufferie. La possibilité qu'elle ait pu sortir par là fut envisagée, mais même cela semblait peu probable. N'ayant pas réussi à retrouver Melissa, la police commença à interroger toutes les personnes présentes à l'événement. Personne ne se souvenait l'avoir vue quitter le bâtiment, ni l'avoir vue être emmenée dehors. Tammy n'avait rien remarqué d'étrange ce soir-là. Interrogée par les enquêteurs, elle leur assura qu'elle s'entendait bien avec tout le monde et qu'il n'y avait jamais eu de problème. La police envisagea alors la possibilité que le père de Melissa ait pu l'emmener, mais ils purent rapidement confirmer qu'il se trouvait au Texas. Sans autre piste, la police décida d'élargir ses recherches. Certains enquêteurs se dirigèrent vers la forêt derrière le complexe, tandis que d'autres continuèrent à contrôler les bâtiments restants. Malgré l'heure tardive, des centaines de résidents restèrent dehors pour aider la police à la recherche. Malheureusement, il n'y avait aucune trace de Melissa, ni dans la forêt, ni dans les nombreux bâtiments du complexe. Les recherches restèrent infructueuses. À ce moment-là, la police décida de renvoyer les volontaires chez eux et de faire du porte-à-porte pour parler à chaque résident. Cette nuit-là, les agents interrogèrent les 400 résidents du complexe. Personne ne savait où Melissa avait pu aller, mais les enquêteurs demandèrent à chacun de repenser à tout ce qui s'était passé d'étrange ou de suspect, même si cela ne semblait pas lié à sa disparition. C'est alors qu'ils eurent leur première piste intéressante. Plusieurs femmes mentionnèrent que Caleb Daniel Hughes, un préposé à l'entretien de 23 ans, s'était comporté de manière inappropriée cette nuit-là.
Il avait tenté de flirter avec elle et fait des commentaires obscènes, même en présence de leur mari. Beaucoup remarquèrent qu'il semblait accorder une attention inhabituelle aux enfants pendant la soirée. En entendant ces plaintes, la police retourna voir Tammy pour lui demander si elle avait remarqué quelque chose d'étrange à propos de Caleb. Tammy se rappela que lors de l'événement, il l'avait approché à plusieurs reprises pour parler de sa fille. À un moment donné, il avait même proposé d'emmener Melissa aux toilettes pour que Tammy puisse rester à la fête. Avec ces informations, les enquêteurs décidèrent de parler à Caleb. Ils se rendirent à son domicile, situé à quelques kilomètres du complexe. Cependant, lorsqu'ils frappèrent à sa porte, il n'était pas chez lui. Sa femme, Carol, répondit et leur dit qu'il n'était pas encore rentré. La police repartit, mais revint quelques heures plus tard. Cette fois, Caleb était de retour et affirma être arrivé chez lui vers minuit 30. Les enquêteurs réalisèrent rapidement que Caleb avait quitté le complexe environ 2h30 avant de rentrer chez lui, ce qui était étrange car il habitait à seulement 10 minutes du lieu de la fête. Caleb prétendit avoir emprunté un chemin plus long pour s'arrêter dans un magasin et acheter un paquet de bière. Cependant, un arrêt rapide ne justifiait pas près de 3 heures d'absence, et une loi d'État interdisait la vente d'alcool après minuit. De plus, Caleb ne put fournir de reçu pour son achat. La situation devenait de plus en plus suspecte. La police demanda à Caleb de remettre les vêtements qu'il portait au travail ce jour-là. C'est alors que les choses prirent une tournure encore plus étrange. Caleb déclara qu'il avait mis ses vêtements dans la machine à laver dès son retour à la maison. Les policiers insistèrent pour obtenir les vêtements et à leur grande surprise, ils découvrirent que Caleb avait également lavé ses chaussures. Des parties des semelles AV étaient coupées et, dans la machine à laver, avec les vêtements se trouvait un grand étui à couteau et une ceinture en cuir. Lorsqu'ils demandèrent où se trouvait le couteau, Caleb affirma qu'il ne s'en souvenait pas. Les enquêteurs prirent ces vêtements et les envoyèrent au laboratoire. Lorsque les experts légistes ajoutèrent du luminol à ses chaussures, des traces de sang furent révélées. Mais comme ils les avaient lavées, il n'en restait pas assez pour un échantillon d'ADN approprié, rendant toute analyse impossible. Les enquêteurs ramenèrent à Caleb pour un interrogatoire. Pendant de longues heures, Caleb resta fidèle à son récit, malgré toutes les incohérences et les preuves suspectes contre lui. Il affirma qu'il n'avait aucune idée de qui était Melissa, à quoi elle ressemblait ou de ce qui lui était arrivé. La police savait qu'il mentait, car plusieurs témoins, dont Tammy, l'avaient vu jouer avec Melissa et d'autres enfants ce soir-là. Lorsqu'ils le confrontèrent à cela, Caleb répondit calmement « Prouvez-le ». Malgré les soupçons, il n'avait pas suffisamment de preuves solides pour l'arrêter, alors Caleb fut libéré. Le lendemain, les enquêteurs décidèrent de parler à la femme de Caleb, Carol, qui a joué un rôle clé dans l'enquête. Elle a partagé une information intéressante. Leur relation était difficile et elle ne lui faisait pas confiance. Avant que Caleb ne parte à la fête, elle avait vérifié le kilométrage de sa voiture. Après son retour, elle le vérifia à nouveau et remarqua qu'il avait parcouru 19 km. Cette information était cruciale pour la police pour 2 raisons. Premièrement, cela ne correspondait pas à son histoire sur un arrêt au magasin qui aurait duré 2h30. Deuxièmement, il pouvait désormais estimer la zone générale où Caleb aurait pu emmener Melissa. En soustrayant la distance entre son domicile et le complexe, ils purent tracer une zone de recherche en fonction du kilométrage restant. Cela les conduisit dans une zone couvrant environ 40 km². Pour couvrir un espace aussi vaste, la police demanda l'aide de l'armée, fit appel à des hélicoptères et des avions, et sollicita même des plongeurs pour fouiller les plans d'eau locaux. Environ 400 bénévoles se joignirent également aux recherches. Le père de Melissa, Michael, arrivé du Texas immédiatement après sa disparition, a participé également aux recherches. La police imprima des milliers de dépliants avec des informations sur la disparition de Melissa, espérant toucher le plus grand nombre possible de personnes. Il convient de noter qu'à peine 5 mois avant la disparition de Melissa, une autre jeune fille avait disparu de la même ville. Son corps avait été retrouvé plus tard, mais la police n'avait pas pu identifier le meurtrier. Alors que les recherches à grande échelle se poursuivaient, une équipe d'experts légistes fut envoyée sur place. Ils se rappelèrent de la seule piste potentielle initialement trouvée par la police, la fenêtre ouverte de la chaufferie. En examinant la zone, les experts découvrirent une légère empreinte de chaussures adultes juste devant la fenêtre, avec des empreintes similaires menant jusqu'au parking. Aucune empreinte de pas d'enfant n'était visible, suggérant que le ravisseur avait probablement porté Melissa jusqu'à un véhicule. Bien que la police ait déjà fouillé la voiture de Caleb, rien d'utile n'avait été trouvé. À ce moment-là, le FBI s'impliqua dans l'enquête. N'ayant toujours pas suffisamment de preuves pour arrêter Caleb, ils le placèrent sous surveillance 24 heures sur 24.
Un juge lui ordonna également de fournir un échantillon d'ADN au cas où de nouvelles preuves feraient surface. En fouillant les antécédents de Caleb, les enquêteurs découvrirent une histoire troublante. Ils apprirent que, quelques années avant l'incident, Caleb avait été condamné avec sursis pour avoir volé une voiture dans un comté voisin. Il avait violé sa probation, conduisant le juge à convertir sa peine avec sursis en une véritable peine de prison. De plus, Caleb avait un historique d'arrestation remontant à son adolescence, d'alcoolisme, de toxicomanie, et avait été soupçonné à plusieurs reprises de comportements inappropriés envers des mineurs. Cela permit aux enquêteurs de le mettre derrière les barreaux, même si c'était pour un crime moindre. Pendant ce temps, les recherches pour retrouver Melissa se poursuivaient sans succès. Le terrain rendait les recherches encore plus difficiles, la majeure partie de la zone étant couverte de forêts denses traversées par une grande rivière. Puis, environ 2 mois après la disparition de Melissa, un événement inattendu survint. Un homme non identifié appela Tammy, affirmant qu'il détenait Melissa et exigea une rançon de 75 000 $. Tammy informa immédiatement la police et les agents du FBI lui conseillèrent de rassembler l'argent et de rencontrer Laplan. Ils mirent rapidement en place une opération avec des dizaines d'agents dans la zone et commencèrent à attendre l'arrivée du ravisseur présumé. Peu de temps après, 2 hommes s'approchèrent de Tammy et les agents du FBI les arrêtèrent rapidement. Il s'avéra que ces hommes n'avaient aucun lien avec la disparition de Melissa. Ils étaient simplement 2 étudiants de l'université locale qui avaient entendu parler de la disparition de la jeune fille et pensaient pouvoir gagner facilement de l'argent. Ils furent condamnés à des peines de prison méritées, l'un à 7 ans et demi et l'autre à 4 ans de prison. Une fois de plus, les enquêteurs se retrouvèrent dans une impasse, avec un suspect principal, mais aucune preuve solide, ni signe de Melissa. Pour tenter de résoudre l'affaire, les enquêteurs décidèrent de réexaminer la voiture de Caleb plus en profondeur à l'aide des outils médico-légaux avancés du FBI. La voiture appartenait à sa femme, ils eurent donc besoin de sa permission. Heureusement, elle accepta immédiatement, et l'équipe médico-légale commença son travail. Les enquêteurs ont d'abord appliqué du luminol, révélant des traces de sang sur le tapis du siège conducteur, les pédales, le volant et le pare-brise. Bien que cela ait approfondi leurs soupçons à l'égard de Caleb, ils furent une fois de plus incapables d'extraire un échantillon d'ADN utilisable. Ensuite, les experts décidèrent de fouiller la voiture à la recherche de cheveux, de fibres et d'autres indices potentiels. Cependant, ils furent confrontés à un autre défi de taille. La voiture était couverte de saleté, d'ordures et de poils de chien, rendant difficile l'identification de preuves utiles. L'un des experts proposa de collecter des preuves manuellement à l'aide de bandes magnétiques. Après avoir méticuleusement examiné toutes les surfaces de la voiture, les documents collectés furent envoyés au laboratoire médico-légal du FBI. Au début, ils trouvèrent principalement des poils de chien, car Caleb et sa femme possédèrent 2 gros chiens. Mais ensuite, les experts légistes remarquèrent un type de poils différent, de la fourrure de lapin teinte en noir. Il s'avéra que cette fourrure provenait du manteau de Tammy, la mère de Melissa. Pour confirmer la correspondance, les experts demandèrent le manteau de Tammy et vérifièrent que la fourrure de lapin était identique. Ils émirent l'hypothèse que la fourrure aurait pu se transférer sur les vêtements de Melissa lorsqu'elle récupérait leur manteau ou dans d'autres situations, car Tammy portait fréquemment ce manteau en hiver et Melissa était toujours près de sa mère. En plus de la fourrure, les experts trouvèrent un cheveu clair qui correspondait aux mèches de la brosse à cheveux de Melissa. Cependant, l'indice le plus significatif restait à venir. De nombreuses petites fibres rouges et bleues furent retrouvées sur le siège passager de la voiture. Étant donné que Melissa portait un pull et une jupe rouge et bleue la nuit de sa disparition, les enquêteurs devaient retrouver ces vêtements exacts pour confirmer le lien. Ils parlèrent avec la grand-mère de Melissa qui lui avait acheté la tenue, mais elle ne se souvenait pas du magasin en question. La police fouilla les magasins locaux pour tenter de trouver des vêtements assortis, mais revint les mains vides. L'expert légiste continua de chercher un moyen de prouver la similitude des fibres avec la tenue de Melissa. Un soir, en discutant de ce dilemme avec sa femme, elle lui demanda de décrire les vêtements. Après avoir entendu la description, elle suggéra que les articles auraient pu être vendus chez JCPenney, une grande chaîne de vente au détail où elle faisait souvent ses achats pour leurs enfants. Elle possédait même une collection de catalogues de JCPenney. Elle décida d'aider et commença à parcourir ces catalogues à la recherche de vêtements similaires. Un peu plus tard, en feuilletant un catalogue de Noël de l'année précédente, elle trouva ce qu'il cherchait, une tenue identique à celle que portait Melissa lors de sa disparition. Cette avancée permit aux enquêteurs d'établir un lien plus fort entre Caleb et Melissa, car les couleurs des fibres correspondaient aux vêtements du catalogue. Le FBI contacta immédiatement l'entreprise mais rencontra un autre revers. La tenue en question était complètement épuisée. Cependant,
l'entreprise proposa une solution potentielle. Comme la tenue était vendue exclusivement par catalogue et que seuls 7000 ensembles avaient été produits, ils suggérèrent de fournir aux enquêteurs une liste de tous les acheteurs afin que la police puisse retrouver une des tenues. Les enquêteurs commencèrent à parcourir la liste, une tâche qui prit un certain temps. Finalement, ils trouvèrent un homme dans le Kentucky qui avait acheté la tenue pour sa petite fille, mais s'était trompé de taille. Les vêtements étaient restés intacts dans leur emballage d'origine pendant une année entière. L'homme accepta d'envoyer la tenue au FBI et l'équipe médico-légale se mit au travail. Ce modèle particulier avait une caractéristique unique. Le fabricant avait créé une nuance personnalisée de bleu foncé, brevetée et utilisée uniquement pour cette ligne de vêtements. Après avoir comparé les fibres de cet équipement, les experts conclurent qu'elles correspondaient exactement aux fibres trouvées dans la voiture de Caleb. Cela fournissait une preuve irréfutable qu'un des 7000 enfants à qui cet équipement avait été acheté se trouvait dans son véhicule. Même si cela ne prouvait pas définitivement que Caleb avait enlevé Melissa, les chances qu'un autre enfant portant cette tenue rare soit dans sa voiture étaient astronomiquement faibles. L'expert procéda à un test complémentaire. Il collecta plus de 100 fibres de couleurs similaires provenant de différents types de vêtements et effectua des milliers de tests pour les comparer avec les fibres de la voiture de Caleb. Les résultats montrèrent des différences minimes entre toutes les fibres, à l'exception de 2 types. L'ensemble du magasin et les fibres trouvées dans la voiture correspondaient à 100%. Cela éliminait tout doute sur le fait que quelqu'un d'autre portant des vêtements similaires aurait pu se trouver dans la voiture de Caleb. Ce devait être exactement la tenue que portait Melissa. Malgré cela, les détectives savaient que les preuves fibreuses, bien que solides, étaient circonstancielles, même combinées au sang sur les chaussures de Caleb dans sa voiture et aux autres indices qu'ils avaient rassemblés. N'ayant rien d'autre à faire, ils décidèrent d'accuser officiellement Caleb de l'enlèvement de Melissa. L'accusation fit valoir que Melissa était probablement morte sur la base des preuves de sang. Les fibres de ses vêtements trouvés sur le siège passager de la voiture de Caleb suggéraient qu'il aurait pu la forcer à retirer sa veste. Selon leur théorie, Caleb aborda Melissa lorsqu'elle alla chercher les vestes à la demande de sa mère. Il l'attira ensuite dans la chaufferie, sous un prétexte quelconque, l'emmena par la fenêtre dans son véhicule, puis conduisit vers un endroit inconnu et probablement la tua avec un couteau. Caleb se débarrassa de l'arme et cacha le corps. Cela expliquerait son absence prolongée. Après le crime, Caleb tenta de nettoyer le sang de sa voiture et de ses vêtements, allant même jusqu'à couper des parties de ses semelles de chaussures. Dans un dernier effort, la police décida de procéder à un test polygraphique, espérant que, combiné à toutes les autres preuves, Caleb pourrait enfin avouer. La loi de l'État exigeait soit la découverte du corps de la victime, soit l'identification du lieu exact du meurtre pour déposer une accusation de meurtre. Comme la peine pour enlèvement était nettement moins sévère, les enquêteurs espéraient que Caleb pourrait avouer. Les résultats du polygraphe montrèrent que Caleb fournissait des réponses trompeuses à presque toutes les questions clés, mais il clama néanmoins son innocence. N'ayant pas d'autre choix, les enquêteurs portèrent plainte pour enlèvement. Le procès commença plus de 2 ans après la disparition de Melissa. Caleb clama son innocence. Son avocat tenta de contester les preuves indirectes, mais l'argument de l'accusation eut un impact beaucoup plus fort sur le jury. Après 8 heures de délibération, ils déclarèrent Caleb coupable et il fut condamné à la peine maximale de 50 ans de prison. Depuis, Caleb est resté derrière les barreaux, continuant de nier toute implication dans la disparition de Melissa. La police tenta à plusieurs reprises de retrouver son corps, mais sans succès. 4 ans après le procès, un employé d'une entreprise énergétique découvrit des fragments de tissu rouge dans un lac, situé dans la zone de recherche. Des plongeurs furent envoyés pour enquêter, mais ils ne réussirent pas non plus à localiser Melissa. 8 ans après sa disparition, sa mère se remaria et éleva 4 beaux enfants avec son nouveau mari. Même si elle prit son nom de famille d'Agraybill, elle continua à utiliser son précédent nom Brannen au cas où Melissa serait encore en vie et essaierait de la retrouver. Le 2 août 2019, Caleb fut libéré anticipativement pour bonne conduite après avoir purgé un peu plus de la moitié de sa peine. Au moment de sa libération, il avait 53 ans. Melissa est cependant toujours portée disparue puisque son meurtre n'a jamais été prouvé. Très peu de gens croient qu'elle pourrait encore être en vie après toutes ces années. Quant à Caleb, son histoire ne s'arrête pas là. Caleb fut arrêté de nouveau le 30 mai 2024 pour violation des instructions spéciales des délinquants sexuels, qui comprenaient l'interdiction d'avoir des contacts avec des personnes de moins de 18 ans. Il fut renvoyé en prison avec une nouvelle date de libération fixée à 2039.
Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez trouvé cette enquête intéressante. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos théories dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères du crime.